Bonjour à tous, je suis avec Olivier Vaillant, expert en shiatsu. Shiatsu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire shiatsu? Shiatsu, c'est tout bête, c'est du japonais. Atsu, c'est un verbe qui veut dire presser. Et shi, c'est un mot qui veut dire doigt. Donc en fait, shiatsu, c'est une pression avec les doigts. C'est un massage où on presse avec les doigts sur le corps pour apporter de la détente, de relâchement musculaire, tendineux musculaire, etc. Et alors du coup, d'où vient le shiatsu? Comment, historiquement, et comment toi-même, à titre personnel, tu en es venu à le pratiquer? Alors le shiatsu, comme je disais, voilà, c'est un terme japonais, donc ça vient du Japon. C'est une pratique qui est héritière des massages anciens japonais qu'on appelait l'anma. C'est une pratique qui a commencé à se créer, s'est formalisée dans les années 1920 au Japon. Ah, donc ça c'est récent en fait. Souvent on dit que c'est très ancien. Ouais. Non, absolument pas. Alors c'est complètement fou. Il n'y a pas tous ces trucs millénaires, multimillénaires. Les racines peuvent être profondes parce qu'elles viennent de la médecine traditionnelle chinoise. Mais en fait, la pratique en tant que telle s'est formalisée vraiment dans les années 1920, ce qui correspond en fait à peu près comme chez nous en Occident, où aux années 1850, 1870, est arrivée l'ostéopathie, la chiropraxie, donc toutes les formes de thérapie manuelle en fait, qui répondaient à un besoin de la population, de soins, de santé, là où la médecine conventionnelle était un palier, n'était pas encore super au top au niveau efficacité. Donc on essaie de trouver par le massage, par la récupération, du bien-être. Mais effectivement, par contre, ces racines sont assez anciennes. Parce que l'anma a plusieurs siècles déjà de tradition au Japon, qui est donc le massage originel, qui lui-même est arrivé du massage traditionnel chinois qui a été porté avant le premier millénaire, donc aux alentours du 6e, 7e siècle au Japon. Et donc tout ça, c'est au fur et à mesure, monté comme ça, petit à petit. Et le shiatsu, donc effectivement, est une branche du massage traditionnel japonais, est une pratique cousine de l'anma qui existe toujours, mais l'anma s'est transformée pour devenir le shiatsu. Qu'est-ce que le shiatsu a en plus de l'anma? L'anma, en moins, c'est pas. En moins, effectivement, parce que dans l'anma, il y a plein de techniques, des techniques de percussion, des techniques de frottement, des techniques, ça sera plus du massage qu'on connaît actuellement, en fait, avec tous les effleurements, la gestuelle ronde. Le shiatsu, on se concentre uniquement sur la pression corporelle, on presse les surfaces des tissus musculo-tendineux pour apporter ce relâchement et plein d'effets physiologiques que ça apporte aussi à côté. Et comment toi, tu en es arrivé à découvrir le shiatsu, puis à te former, à partir au Japon, je crois également, pour t'y former et à ouvrir maintenant une école Les arts martiaux. Les arts martiaux, ça fait 35 ans que je pratique les arts martiaux, j'ai commencé assez jeune. Et ça part surtout le biais en fait des karatés, où j'étais en fait dans une école de karaté, donc il y a la branche Shotokan, et je suivais le courant Oshima. Et dans le courant Oshima, on avait souvent après les cours des techniques comme ça de massage. Qui est un des élèves directs de Gishin Funakoshi, le père du karaté moderne japonais. Du karaté Shotokan, effectivement. Et donc il y avait des techniques comme ça de massage, de percussion, de réanimation aussi qu'on prenait parce qu'à l'époque, il y a 30 ans en arrière, il y avait pas vraiment de protection, on y allait quand même un peu plein contact. Donc il y avait des hématomes, des tendinites, voilà, donc il y avait tout de suite des gestuels, des techniques, tu vois, de rajustement, de reboutement, et puis des massages à la fin des cours, pour se faire du bien, pour se délier après la pratique, où on avait des cours de 2 heures, 2 heures et demie, comme ça, très intenses. Donc c'était pour nous, pour la récupération en fait. Et beaucoup plus tard, ça portait pas le nom de shiatsu, parce que shiatsu, c'est pas quelque chose, on a l'impression en France qu'on en fait tout un cas de shiatsu, mais au Japon, ça fait partie de toutes les techniques manuel qui existe, toute forme de massage possible, c'est connu, mais pas tant que ça. Déjà, on dit massage shiatsu, pas juste shiatsu. Et en fait, ça portait pas de nom. Et beaucoup plus tard, il y a des années plus tard, pendant un stage d'aïkido, j'ai redécouvert cette pratique où on avait une initiation découverte. Et là, ça m'a rappelé quelques années en arrière, une douzaine d'années en arrière. Et ça tombait à un moment donné où je voulais changer de voie professionnelle. Et je lui dis, écoute, Olivier, vas-y, fonce, c'est génial, va faire ça. Et donc voilà, j'ai découvert ça. Je me suis formé en premier temps dans une école sur Paris. Et après, j'ai rencontré mon maître actuel, mon enseignant, qui est Masanori Kamoto, qui est un des plus gros experts actuellement au Japon qui existe. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est ça. J'ai découvert la différence entre le shiatsu à la française et vraiment sa pratique au Japon, par des professionnels qui sont authentifiés, par des parcours officiels d'État, etc. On rentre dans du sérieux, on rentre dans du concret, on nous parle d'anatomie, si on presse là, c'est parce qu'il y a des effets neurologiques, physiologiques, c'est tel muscle, c'est tel nerf, etc. Et là, je dis, waouh!
Et en plus d'une rigueur de pratique, vraiment d'un cadrage c'est ça qui m'a est vraiment différent, quoi. C'est ça qui m'a marqué par rapport à ton approche, c'est-à-dire que souvent quand on parle shiatsu, il y a une approche un peu ésotérique, voire un petit peu mystique, avec les méridiens énergétiques, le cosmos, les anges et tout ça, même ça, souvent, c'est vrai, c'est ce qu'on entend. C'est vrai. Et maintenant on se connaît depuis quelques années maintenant. Je lis tes articles et tout ça, et c'est vrai que tu as une approche qui est très biomécanique, qui est scientifique en fait de l'approche du massage, et qui est très différente finalement de ce discours ambiant qu'on peut entendre souvent sur ces différentes disciplines orientales. Et du coup, ça c'est intéressant. Est-ce que ça c'est spécifique à ton école, ou est-ce que globalement c'est nous qui avons une tendance par souci d'exotisme à vouloir en rajouter beaucoup actuellement en France? C'est ça. C'est vraiment en fait une appropriation culturelle, une méconnaissance en fait du milieu dans lequel le shiatsu se crée au Japon. Si tu veux, ce côté effectivement qui ancestral a existé par le passé. Mais maintenant, les Japonais ont cette force de toujours avancer. C'est-à-dire que nous, dans notre idée, la tradition, c'est quelque chose qui est ancien, qui est presque immuable. Ça ne doit pas bouger, et quitte à la remonter à 2 ou 3 siècles en arrière. Pas du tout. Au Japon, la tradition, c'est un mode de vie, une façon de procéder, mais elle est évolutive. Et donc, si on a des nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, on la greffe à la tradition pour pouvoir apporter toujours du mieux. Et donc, le shiatsu au Japon se passe comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans sa naissance en 1900, dans les années 1920, on était encore à mi-chemin, tu vois, entre l'ancienne époque, on sortait vraiment de la période Meiji, l'ultra-modernisation du pays à marche forcée. Donc, il y avait encore des réminiscences anciennes. Mais s'installaient déjà les premières vraies connaissances anatomiques. On avait les premiers livres de shiatsu, on en comprenait très bien que le shiatsu avait des impacts énormes sur le système neuro. Voilà, système nerveux, les hormones, on connaissait les hormones, ils savaient que quand on faisait une pression, ça libérait des hormones, il se passait vraiment quelque chose au niveau de l'impact physiologique. Et petit à petit, avec la connaissance biologique, scientifique avancée, ils se sont dit, ça, c'est vachement bien, ça explique beaucoup mieux, en fait, le corps humain, plutôt qu'aller prendre des explications anciennes, qui sont quelquefois un peu tordues, enfin on peut les arranger ou qui étaient liées à la compréhension du corps, effectivement, il y a plusieurs siècles ancestrale et qui évolue, et comme tout évolue, et comme souvent je prends en fait l'exemple, c'est que nous c'est pareil, notre médecine Hippocrate, notre médecine a évolué, chez eux c'est pareil, notre médecine ancienne, on a les ostéos chez nous, les chiros, les kinés, qui sont des gens qui évoluent, qui avancent avec la connaissance, et qui remettent leur connaissance en jeu, et qui en apportent des nouvelles. S'il y a un modèle qui est meilleur qu'un autre, ils prennent ce modèle pour pouvoir apporter en fait à leurs clients nettement plus d'efficacité que des choses anciennes. Que faisait Hippocrate, même si c'est pour l'époque ça convenait, mais maintenant ça convient plus. C'est intéressant. Alors là, on sort d'un stage, on a fait un stage d'une journée d'initiation au shiatsu avec Olivier. Encore merci, c'était fabuleux. Je t'en prie. Une très belle découverte. Après avoir pratiqué avec toi, on comprend des fondamentaux à travers un stage, c'est vraiment très enrichissant. Et notamment, ce qui m'a surpris, tu as parlé de différents points, j'aimerais qu'on revienne dessus. Le premier, c'était sur les pressions. Les pressions qui peuvent être courtes ou bien qui sont plus longues et qui a un effet sur le corps. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet effet-là? Donc, les effets sur le volet sanguin, sur le volet également tendineux, musculaire. C'est très complémentaire. Est-ce que tu peux justement, d'un point de vue non pas mystique, mais justement plus biomécanique, le fonctionnement du corps humain, nous expliquer comment ça fonctionne? Après, c'est toujours à plein d'échelles différentes, parce qu'un corps humain, c'est complexe. Voilà, il y a la sensibilité nerveuse, il y a les circuits des liquides organiques, le sang, la lymphe, etc. Il y a les circuits, il y a tout ce qui concerne l'endocrino, donc les hormones. Et donc, on sait que de toute façon, déjà que le contact, quand on touche un être humain, déjà, il se produit plein de choses. Il y a une sensibilité au niveau de la peau, donc toutes les cellules de réceptibilité de la sensation, tout ça, envoient des informations au cerveau, qui vont déclencher aussi en cascade du coup effectivement des effets d'endorphine, des choses comme ça, donc de relaxation. Ça c'est vieux, ça c'est connu depuis très longtemps. Puis ça a été, on voit bien, comme on disait pendant le stage, ce contact humain qui est nécessaire. Nous sommes des hominidés, donc une branche des singes, des primates. Et le contact chez les primates est primordial. Ils s'épouillent tout le temps. Là. Ils s'épouillent, ils se papouillent, ils cherchent des trucs, ils se touchent. Et ça crée le lien social. Donc en fait, c'est important, effectivement, donc, le contact humain par le toucher, par le rapport du contact. Mais par contre, effectivement, derrière la pression shiatsu, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que cette compression plus ou moins profonde, plus ou moins intense, plus ou moins longue, va créer dans le corps humain des effets. Le premier effet, c'est que déjà, quand on crée une compression sur le corps, une compression sur les tissus musculaires,
on crée ce qu'on appelle des ischémies, transitoires. Donc, transitoire, c'est rapide, et une ischémie, en fait, c'est qu'en fait, on bloque le flux sanguin. Ça, c'est une ischémie. Et en bloquant ce flux sanguin, on crée en fait un embouteillage de flux sanguin neuf, oxygéné, qui arrive d'un coup, à un moment donné, hop, il est bloqué au niveau de la pression, ça fait barrage, et dès qu'on relâche, il y a un apport comme ça, d'un coup, massif de sang oxygéné. Ça fait changer ce que tu dis là, parce que moi je te coupe, mais on fait souvent des stages de santé et arts martiaux dans notre club. Et on fait le stage de la méthode Wim Hof avec la respiration du froid et tout ça. Et en fait, le froid qui fait de la vasoconstriction, et après, quand on ressort, ça fait une vasodilatation. C'est exactement. Et ça purge. Et en fait, c'est nettoie tout ça. C'est pareil, c'est le même effet. Et c'est le même effet en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, on exactement, tout se recoupe. C'est toujours cette idée d'aller stimuler les fonctions corporelles réparatrices. Donc il y a cet effet sanguin. Quand il y a un effet sanguin, en même temps, vu qu'on écrase le muscle, on évacue en même temps le sang impur des muscles qui sont lésés, parce qu'un muscle est fatigué, il y a un peu de toxines, des choses comme ça. Qui repart dans le sang. Qui repart dans le sang pour qu'il repart dans le système d'épuration et qu'il soit dégagé. La même chose se produit du coup avec aussi tout ce qui est le circuit lymphatique, parce que de toute façon, circulation sanguine et lymphatique fonctionnent toujours ensemble. Donc la lymphe acide draine, épure en fait le corps et évacue les toxines. Et ça c'est plus efficace, parce que moi je te coupe, c'est plus efficace que de boire beaucoup d'eau par exemple et de drainer. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est pas que c'est plus efficace. De toute façon, faut boire de l'eau. Vaut mieux, sinon on va pas être bien. C'est en fait une approche. Disons l'intérêt du shiatsu, c'est effectivement, on n'est pas du tout là en fait pour guérir des maladies. On n'est pas là pour rétablir en fait soi-disant des énergies. Ce qu'on parle d'énergie en fait dans la tradition asiatique, c'était un terme générique pour parler en fait de la vitalité corporelle. Ouais, on parle beaucoup du ki, du chi. Voilà. On parle nous de l'ilmu dans les arts martiaux indonésiens, malaisiens. C'est tout ce travail de l'énergie interne. Voilà. Mais en fait, ce que tu expliques, c'est qu'on a donné une dimension un peu mystique à quelque chose finalement qui est un concept. Mais qui est un concept qui finalement s'ancre dans le réel en fait. S'ancre dans le réel. Dans les flux sanguins, ce genre de choses. Dans des réalités physiques. Ça m'intéresse que tu reviennes un petit peu dessus. Ouais. Mais oui. Alors, en fait, il faut bien comprendre que par le passé, évidemment, on n'avait pas toute la connaissance actuelle. Bon, on pouvait disséquer des corps, mais on n'avait pas le microscope, on n'avait pas tout ça. Donc, il faut se mettre à la place des hommes. Il y a des milliers d'années, quand les notions de ki, pneuma, etc. sont arrivées, c'est que c'était essayer de comprendre un environnement dans lequel on vivait, comment tout ça pouvait fonctionner. Ce qu'on appelle maintenant le vitalisme, en fait. C'est une notion qui est arrivée dans les années, dans la fin, au milieu du XIXe siècle. C'est ça, c'est de croire qu'en fait, il y a un flux vital qui unit les gens, l'univers, et que tout est relié, etc. Ouais, partout ça. Le pranayama aussi en Inde. Exactement, c'est exactement la même chose. Ouais. En fait, toutes les civilisations dans le monde, à un moment donné, ont eu ce concept, parce que l'évolution du cerveau humain, à un moment donné, fonctionne en même temps. On évolue à la même vitesse dans toutes les latitudes du monde. Et donc, il y avait ce concept qui avait été déposé pour essayer de comprendre comment fonctionne un monde, comment fonctionnait la santé, comment fonctionnait un corps humain. Et, comme on disait tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on avance, on fait des découvertes scientifiques, on se dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ce concept est rebattu en brèche, en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un concept, ce n'est pas une réalité. Un concept, donc, du coup, reprend en globalité plein de choses qui ont une matérialité, ou pas, mais qui donnent en fait une idée sur quelque chose. Et cette idée, à nous, en fait, d'aller la comprendre, la décortiquer, la piocher dedans pour savoir comment l'appliquer, en fait, dans une réalité. Parce que notre monde est réel. Notre monde, il est fait de matière, de physique. On peut pas voyager à la vitesse de la lumière, on peut pas transpercer les cordes, ça n'existe pas. Et alors, concrètement, justement, derrière cette notion, cette matérialité du ki, c'est quoi? C'est le flux sanguin, c'est le travail de la respiration, c'est un peu tout l'oxygène qui rentre dans le sang. C'est un peu tout ça, en fait. Ouais. Alors, ki, de toute façon, le terme à la base, nous, on l'a traduit en énergie en Europe parce qu'on avait un peu cette idée de l'énergie. Mais c'est pas le souffle, je pense. Et voilà, c'est ça. En fait, l'idée du ki, en fait, c'est la transformation. C'est ça le ki à l'origine. C'est comment les choses se transforment d'une matière à une autre. Dans les idéogrammes, il y a cette idée effectivement de la transformation du grain de céréales sous les phénomènes de la chaleur. Voilà. Donc en apportant de la chaleur, les anciens ont bien compris qu'en fait, on transformait les aliments. Mais se dit, si les aliments se transforment, par quelle magie, par quel truchement. Évidemment, on comprenait pas tous les enchaînements des molécules chimiques, etc. Mais c'est le ki qui fait que ça. Et voilà. Donc on a découvert ce concept, cette transformation. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre dans le ki, c'est l'évolution, la transformation des choses. Comment passer d'un état à un autre. Et donc, ce n'a pas une réalité telle qu'elle matérielle,
c'est une idée qui permet de saisir en fait la transformation. Voilà, comment l'eau passe de l'état solide à l'état gazeux, revient à l'état liquide, etc. Et donc, dans le massage, dans le shiatsu, c'est ce qui se passe en fait. En créant comme ça ce système de compression, on modifie l'information, on peut accélérer ou ralentir le flux cardiaque, donc le flux sanguin. On va créer des décharges d'hormones. Le système sympathique, parasympathique. Exactement, autonome. Exactement, ça peut créer en fonction de l'intensité, de la pratique faite, soit des montées de chaleur, soit des descentes un peu plus de fraîcheur, parce qu'on va le système nerveux va se ralentir, etc. Donc on va jouer en fait un peu avec tout ça. Et c'est ça en fait. Là, on est justement dans ce transfert des énergies, mais de l'énergie physique. Comment on passe du chaud au froid, les phénomènes de friction créent du chaud, le système nerveux qui est une réalité chimique et électrique, comment il travaille sur tout ça, le sang, comment il apporte ses nutriments qui vont aller dans les cellules pour créer effectivement tout ce qui va être protéines, vitamines, etc. Et du coup, par des massages, on pouvoir réguler ça. En fait, c'est pas le massage le fait, mais en fait, c'est le corps qui lui-même va plus ou moins en fait trouver son chemin. Ouais. C'est ça en fait. Un bon praticien, il va être capable de comprendre et de cibler rapidement, celui qui a un peu d'expérience, celui qui a du métier. Il va, en fait, la différence entre moi je dis toujours à mes élèves, la différence entre vous et moi, c'est l'expérience. En fait, moi, je vous donne des protocoles, vous les révisez, vous les apprenez, vous faites la main, vous bossez. Et est-ce que vous savez, j'en suis au même état, en fait, juste techniquement, j'en suis au même niveau que vous. J'ai le même protocole que vous. Je fais la même chose que vous. La seule différence, c'est que moi, je connais les raccourcis. C'est ça le truc. À force de prendre le chemin. À force de travailler, de pratiquer, on commence à comprendre, des corps. On retrouve souvent des patterns qui sont à peu près identiques chez plein de gens. Avec un petit peu de finesse, de visualisation de la personne, on dit tiens là il y a une tension quelque part, donc c'est peut-être celle-là qui peut potentiellement générer en fait des inconforts, des états un petit peu désagréables chez la personne. Du coup, alors vous jouez bien sûr sur la partie musculaire, on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Du coup, on revient les compressions aussi au niveau des veines pour bloquer momentanément, en tout cas, le flux sanguin. Vous jouez aussi sur le système squelettique? Le système squelettique, alors en shiatsu, c'est comme tous les massages, on joue pas sur le système squelettique en tant que tel, tu vois, par rapport aux techniques de rebouteux, ostéo, chiro, on va vraiment chercher des fois aussi le squelette. Pas nous. Ça va se jouer par lui-même, il va se réajuster tout seul, grâce en fait aux mécanismes de pression qui vont permettre effectivement ce relâchement des tensions fasciales, tendino-musculaires. Le squelette va pouvoir se réajuster un peu partout seul. D'accord. Voilà. Comme question, j'avais ça également. Quelle est la différence entre le massage de shiatsu, les chiropracteurs, l'ostéopathie, les kinés, enfin, il y a quand même beaucoup d'écoles. Finalement, si on se dit, tant qu'on trouve un bon praticien, finalement, le reste, tout est pareil. En fait, non, je pense pas, il y a quand même des Non, il y a des grandes différences. Déjà, les kinés, de toute façon, c'est un métier reconnu par l'État, c'est un diplôme d'État, ça fait partie des métiers de la santé. Effectivement, à la base, les kinés étaient des masseurs. C'est pour ça que de kinés, massothérapeutes. Étaient les seuls en France à être reconnus comme des massothérapeutes. Le terme de massothérapeute est toujours protégé. On peut pas se dire soi-même massothérapeute sans avoir un diplôme de kiné. Maintenant, effectivement, beaucoup plus les kinés s'orientent sur de la rééducation fonctionnelle par le biais d'exercices physiques, de mobilisation, de renforcement musculaire, tendino-musculaire, etc. Ils laissent un peu plus la partie massage pour plein de raisons qui sont liées en fait à la structure du métier, voilà. Les ostéos ou les chiros, les chiros, ostéos, on est si les ostéos et les chiros m'écoutent, ils vont dire non, c'est pareil, mais on sait bien que c'est des écoles assez proches. Entre les fondateurs des deux disciplines, il y avait quand même des accointances. C'est après leur approche, je connais pas parfaitement toute leur approche, mais on retrouve un peu les mêmes idées, c'est-à-dire que c'est le réajustement du corps. Voilà, dans l'idée. En shiatsu, il y a cette idée-là, mais en même temps, il y a cette idée aussi qu'on reste dans le massage. C'est ça qui est terrible. Qui est super. Moi, je trouve que, du coup, on est vraiment sur une partie, c'est-à-dire que il y a cette idée de réajustement corporel, d'aider le corps à retrouver un équilibre dans ses fonctionnements, par le fait de la pression, de détendre la personne, pour aller diminuer le stress, qui est un gros générateur quand même de dysfonction corporelle, de gêne corporelle. Mais il y a en plus cette dimension du massage. On apporte en fait un service à la personne, un service de massage. Donc on va aller
travailler un peu l'intégralité de son corps, on va lui proposer un package complet pendant une séance, on va lui apporter du confort, on va avoir un peu comme dans des salons de massage, cette prévenance vis-à-vis de la personne. En fait, ce qui m'a marqué pendant le stage, c'est dans tes protocoles, il y a tout un système également pour être très prévenant vis-à-vis de la personne qu'on masse, pour pas créer de la gêne, garder une pudeur, et on voit que c'est presque ritualisé, enfin c'est très japonais Alors ça c'est très japonais dans l'esprit. Mais c'est vrai que quand on parle de massage, il y a différents types de massages, des massages thérapeutiques comme au shiatsu, mais il y a aussi des massages bien-être, des massages plus avec d'autres connotations. et en fait, ce qui est là on voit clairement dans le shiatsu, c'est que les protocoles font qu'il n'y a aucune ambiguïté en fait. Aucune ambiguïté. Et dans les gestes qui sont faits, on voit que c'est purement thérapeutique. Enfin, voilà, avec des explications biomécaniques. C'est pour ça, moi, je vais voir régulièrement en mode préventif un ostéopathe, parce que je fais beaucoup de sport, soit la course à pied de longue distance ou bien les arts martiaux. Et c'est amusant parce qu'à travers ce type de massage, je trouve une sorte de prévenance que j'ai aussi chez mon ostéopathe, et même des pratiques également de mobilité, de positionnement du corps. Comme s'il y avait un pont qui se faisait finalement entre deux mondes. Alors, effectivement, historiquement, quand le shiatsu s'est créé dans les années 1920, effectivement, il y avait des connexions parce que les Américains étaient sur place au Japon. Donc, on va dire, l'Occident a apporté les thérapies manuelles, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, effectivement, l'ostéopathie, la chiropraxie commençait déjà à s'installer dans le paysage. Et les Américains ont apporté cette approche chiropraxiste. Donc, certains maîtres japonais shiatsu ont pris un peu cette dimension chiropratique aussi. De mobilisation du corps, de réajustement ostéo-articulaire, etc. Et puis en même temps, c'est très propre aussi à la culture japonaise de la prévenance à l'autre. Ça, les Japonais, ils ont ce truc, c'est que on fait toujours attention à garder son juste espace. On rentre pas dans l'espace intime de l'autre, on garde les bonnes distances, on vient pas en fait interférer dans la bulle de la personne. Et ça, dans le shiatsu, on est censé en fait vraiment le reproduire également si on veut être entre guillemets puriste, mais sans être puriste, c'est-à-dire c'est apporter vraiment une touche professionnelle pour vraiment ça fait toute la différence entre un praticien qui l'apporte et le qui l'apporte pas. Le client le ressentira. Il y a cette prévenance, il y a aussi cette distance qui est installée entre soi et la personne. Effectivement, le shiatsu c'est un massage qui se pratique habillé, comme tu as pu voir. Parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'huile. Donc le pratique habillé permet aussi de créer une distance entre les personnes. Il n'y a pas de contact à la peau, il n'y a pas de sensualité qui peut s'en dégager. Et en complément, tu disais que souvent vous mettez un peu une couverture. Ouais. Pour des raisons d'ailleurs aussi de chaleur. Hein, exactement. C'est pas que pour la pudeur, c'est aussi pour d'autres raisons. Exactement. Intéressant. Ça c'est très japonais. C'est-à-dire que je vois beaucoup, en fait, peu de personnes le font en France. Ça c'est très japonais. Au Japonais, on couvre beaucoup les gens pendant la pratique. Parce que ça part du principe qui est issu vraiment de leur médecine traditionnelle ancienne, c'est qu'en fait, la chaleur corporelle ne doit jamais partir. On doit toujours conserver cette chaleur corporelle. Parce que un corps qui se refroidit, c'est un corps qui va être dans l'inconfort et qui va créer donc du coup des micro-tensions. Donc l'idée, c'est à la personne de toujours apporter cet état de relâchement profond, parce que le shiatsu est une pratique, comme tu as pu voir, qui peut être un peu incisive, un peu costaud quand même. Et donc, on apporte à la personne ce confort que dans la pratique du shiatsu, comme il n'y a pas tout ce côté enjôleur qu'on peut avoir dans les pratiques de massage bien-être, etc., qu'on a sous nos latitudes, la prévenance de la personne, de s'assurer qu'on la met dans un état d'installation confortable, on lui conserve sa chaleur corporelle, on peut rajouter une table chauffante. Dans beaucoup de cabinets au Japon aussi, ils ont des lampes à infrarouge, qui vont mettre au-dessus du corps de la personne quand il masse, qui vont déplacer au fur et à mesure, pour en fait conserver en fait cette chaleur aussi, par un apport extérieur. Et donc tout ça, ça permet à la personne dans une sorte d'alcôve de chaleur, un peu, on va dire, pour faire le parallèle, un peu intra-utérine, tu vois. On est bien au chaud, tu vois, comme quand on était au front du ventre de maman. T'as raison, moi des massages, j'en fais assez régulièrement, notamment après mes courses, avant les courses, pour me mettre en forme. Et alors souvent c'est des massages avec de l'huile et tout ça, plus conventionnel. Et souvent parfois on me couvre une partie après le massage, par contre mes pieds sont à l'air. Purée, mais en fait j'ai froid aux extrémités. C'est vachement désagréable, c'est insupportable. Et en fait on dit à la fois le masseur est prévenant, il met du tout ça. Parfois il met même des pierres, je sais pas comment ça s'appelle. Des pierres chaudes, des pierres chaudes. Mais ça, et t'as froid en vient. Et la couverture, c'est un drap, donc c'est pas très épais, donc même ça suffit pas pour ça avec la chaleur corporelle. Que vraiment au Japon, ils apportent vraiment, tu vois, tout ce truc-là avec des couvertures polaires, tu vois. Alors après, c'est parce qu'il y a deux choses, c'est qu'au Japon, c'est pareil, les bâtiments sont très, très vétustes, très anciens.
Ce sont des bâtiments qui datent des années 70, donc c'est des vrais courants d'air. Ouais, L'été, c'est une tube, l'hiver, c'est un frigo. Donc quand tu pratiques l'hiver, on t'enrubane. Mais même quand par les jours où il fait un peu plus chaud, on t'enrubane toujours un minimum. On va alléger peut-être l'épaisseur, l'intensité de la couverture, mais on t'enrubane toujours un peu de toute façon. Donc il y a tout ce mécanisme autour en fait de prise en charge de la personne qui est très propre au Japon, où on est prévenant vis-à-vis de l'autre pour vraiment c'est un peu ce formalisme vraiment d'être vis-à-vis du client, vraiment apporter tout ce qui est qui la met en fait dans un état vraiment, on la sert jusqu'au bout. C'est comme au Japon, c'est le mot tenashi, c'est-à-dire c'est l'art d'accueillir, l'art de recevoir, l'art d'être prévenant et voire d'anticiper le besoin de la personne. C'est encore le cas dans le Japon moderne? C'est encore le cas. Ouais, c'est encore le cas. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Le mot tenashi, c'est vraiment une dimension qui est toujours présente. Dans le Japon moderne, même si des fois, mais c'est vraiment quelque chose qui est très propre à la culture vraiment japonaise. Ça m'a marqué parce que tous les deux on contribue parfois au magazine Yashima, voilà. D'ailleurs c'est comme ça que je t'avais recontacté là pour faire ce stage cette fois-ci. Et je me souviens d'un exemple intéressant. Je crois que c'est une personne qui fait des confiseries au Japon, mais elle est en France, hein. Enfin, c'est un japonais, et qui expliquait que dans l'art d'acquérir le client, l'important de se rappeler son nom, son prénom, pour que s'il revient même un mois après, on se rappelle qui il est. Exactement. Et je me suis dit, et pour vous, on voyait dans l'article, c'était un élément qui était très dimensionnant, enfin, du respect vis-à-vis du client. Ouais, tout à fait. Et je sais plus ce que c'était ce pâtissier. Mais ça marque. Il va même se rappeler des goûts de ses préférences. Ouais, les goûts, les préférences. Pour pouvoir lui apporter tout de suite. Absolument. Et l'article disait tout ça. Et souvent, quand on lit Yashima, donc si vous connaissez pas, hein, c'est un magazine sur le Japon et les arts martiaux, vraiment très qualitatif, hein, pour le coup, qui sort tous les 3 mois. Oui, c'est un trimestriel. Ouais. Et souvent, effectivement, on ressent ça dans les différents articles, qui sont des articles qui sont pas forcément que sur les arts martiaux, du coup. On ressent ça des intervenants qui viennent du Japon, et c'est ce respect du client, ça va aller jusqu'à le raccompagner à la porte. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas comme chez nous où on va dire les praticiens, les ostéokinés vont dire voilà, c'est terminé, vous sortez pas vous-même. C'est jusqu'à raccompagner la personne, l'amener jusqu'à la porte, lui dire au revoir sur le seuil de la porte. C'est tout ça en fait. C'est toute une dimension vraiment très très fine, très particulière, et qui apporte vraiment une saveur très spéciale vraiment à la pratique japonaise quand vraiment on veut la pratiquer. Tu fais ça toi dans ton école avec les clients, t'es comme ça? Oui, tout à fait. Ouais, moi je les raccompagne jusqu'à la porte. On reste des fois un petit peu sur le perron de la porte, on discute, on se dit au revoir, après on a fini de discuter, c'est la prochaine fois. Généralement, je m'arrange toujours pour même des clients que je vois pas trop souvent, de me rappeler un petit peu leur problématique. Ah oui, c'est vrai, effectivement, vous aviez ça. Oui, vous m'avez dit. Ah, c'est vous qui m'avez dit ça. Ouais. Et tout de suite, ça crée une connexion avec les gens, en fait. Ils se disent, ah, bah, c'est chouette. En fait, je suis pas qu'un numéro, je suis pas juste un client qui vient avec un tiers-caisse. Il se rappelle de moi. Ouais. Alors, ça me fait penser à un autre point, intéressant qu'on a vu pendant le stage, lié à la douleur. C'est vrai que parfois on peut se dire, parfois ça fait mal, c'est profond, ça te fait mal. Exactement. Et on pourrait dire, c'est un peu, est-ce que c'est du masochisme pur et dur? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour faire croire aux praticiens un petit peu, comme c'est mal, je vais guérir? Et en fait, t'as abordé d'autres points tout à l'heure, il peut y avoir ces éléments-là, mais il y a aussi des éléments autour de tout le système un petit peu endocrinien, il me semble, les endorphines, etc. C'est intéressant, ce serait bien que tu reparles, parce que effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas perçu en tant que tel, voilà. Et c'est vraiment intéressant. Oui, alors c'est vrai que dans les massages japonais, vraiment dans le shiatsu, mais dans toutes les pratiques japonaises, il y a, comme on disait pendant le stage, il y a en fait cette frontière assez fine entre inconfort et douleur. C'est-à-dire que on surfe sur un état où on va aller commencer à titiller vraiment le système nerveux pour que ce système nerveux puisse créer en fait des réactions corporelles pour apporter en fait une réparation des tissus, une amélioration de l'état par effectivement toute cette sécrétion hormonale, par tout le, alors ça serait trop compliqué de venir là-dedans, mais par tout des mécanismes en fait de rétroaction au niveau de l'information nerveuse pour momentanément pendant une certaine durée, j'aime bien souvent dire hacker l'information de douleur. C'est presque du hacking en fait. On envoie d'autres informations dans le système nerveux pour qu'en fait l'information de la douleur ne soit pas l'information première qui passe dedans, mais que ça soit une autre information. Et donc on joue avec ça en fait. Des fois on est un peu sur le fil tendu
Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Et là, est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous fait pas mal? Alors, là, est-ce que ça vous fait mal? Ah ouais, ça fait mal. Attendez, on recadre. Est-ce que ça fait mal ou est-ce que c'est un peu gênant, un peu inconfortable? Ah, non, c'est vrai, quand on précise plus ce terme. Non, c'est vrai que c'est pas de la douleur. Ça titille un peu, mais c'est supportable. En fait, il faut qu'on soit vraiment dans la frontière entre le supportable et l'insupportable. Et on joue là-dessus, comme les Japonais disent, itakimochi. Itakimochi, en fait, on pourrait le traduire en français par douleur exquise. Kimochi, Kimochi, c'est un terme japonais qui veut dire, en fait, tout ce qui donne du plaisir, tout ce qui apporte vraiment du réconfort, du plaisir, sous toutes ses sphères. Et ita, c'est itai, c'est-à-dire c'est la douleur. Ça j'ai mal. Itai, c'est vraiment j'ai mal. Ça souffre, ça fait mal. Ce que je comprends de ce que tu dis, en fin de compte, c'est que parfois le massage va pas directement guérir, mais va créer une réaction au niveau du corps. Exactement. Qui va permettre après indirectement de guérir par l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas nous qui apportons cet état-là. Enfin, si, on l'a, disons, par un effet, mais c'est le corps lui-même, par ses propres réactions, qui va. Vous créez un effet de cause à effet. On a un détonateur. Un détonateur qui va permettre après au corps de se guérir. Exactement. Et peut-être du coup éventuellement pas à l'instant T, mais éventuellement un peu plus tard. Et ça, c'est le pendant de toutes les thérapies manuelles. Les ostéos, c'est la même chose, les kiros, c'est la même chose. L'acupuncture, c'est exactement la même chose. L'insertion d'une aiguille, on passe la barrière cutanée, donc automatiquement, il va y avoir une réaction d'information du système nerveux en disant. Mais alors l'acupuncture, justement, pour le coup, on pourrait se dire, c'est les 12 000, enfin, c'est les méridiens, c'est tous ces sujets-là. T'en penses quoi? De l'acupuncture? Ouais. Moi, j'en pense que, alors, il y a des intérêts, mais non, c'est encore une fois, c'est comment les pratiquer. Il y a des intérêts à le faire. Parce que beaucoup de gens parlent, des gens disent que ça leur fait beaucoup de bien. Est-ce que c'est du placebo? Est-ce que c'est réel? J'en sais rien. Moi, j'en vois. Il y a les deux. Parce que moi, j'en vois un régulièrement, Hiroshi Uoka, qui est à Paris. Oui, que je connais. Qui est enseignant en shiatsu également. Ouais, absolument. Shiatsu acupuncteur. Je vois assez régulièrement. Il m'a fait des trucs assez incroyables. Je croyais que ça faisait pas mal. Ah ouais, parce que le gars qui m'a envoyé la première fois, je lui ai dit après, je téléphone, mais attends, Patrice, si tu me l'avais dit, tu m'avais pas dit que c'est comme ça. Il m'a dit, ah oui, si je t'avais dit, tu serais jamais allé. Voilà, la première fois, il a pas réussi à me toucher. Non. Et en fait, déjà, vraiment, c'est pas que des petites aiguilles mignonnettes et tout ça. Parfois, quand même, il appuie vraiment. Mais du coup, effectivement, on pourrait penser que ça fait un peu magique quand même, parce que moi, pour me libérer mon genou qui était bloqué, il m'a mis des aiguilles au niveau de la colonne vertébrale. Oui. Après, voilà, il y a plein. Comme tu dis, il y a tout en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir du bon, du moins bon dans les praticiens, des plus ou moins confirmés. Et comme chez tous les praticiens, et comme dans toute forme de médecine, il y a toujours effectivement un effet entre guillemets placebo. Ce qu'on appelle un placebo, en fait, on parle plus d'effets contextuels ou non contextuels. Et le placebo est à citer en fait dans les effets contextuels. Ça, c'est le contexte du soin qui va permettre aussi, tu vois, d'apporter cet effet soi-même du corps, de réconfort, de déstress, etc. Et donc potentiellement aussi d'auto-guérison par tous les mécanismes physiologiques qu'il a pour lui. Mais alors c'est étonnant ce que tu dis par rapport à Hiroshi Uoka, parce que cette acupuncture avec des grosses aiguilles, elle se pratique pas au Japon. Au Japon, ils ont des aiguilles extrêmement fines. Métallurgie et technologie japonaise obligent, elles sont découpées au micro-laser, c'est-à-dire qu'elles sont en fait, déjà en fait les Japonais ont toujours maîtrisé la forge, l'acier c'est vraiment leur travail, et au laser ils découpent en fait vraiment au micro-laser ces aiguilles, parce que les aiguilles sont épaisses comme un cheveu, et vont les affûter au micro-laser, et affûter comme si c'était des tranchants de katana, pour qu'en plus ça puisse s'insérer dans la peau facilement. Et au Japon, ils ont développé il y a très longtemps maintenant en fait l'insertion par canule. C'est-à-dire que l'aiguille est installée dans une petite canule en plastique. J'ai vu ça. Et ça, c'est vachement bien. Et au bout de l'aiguille, donc il a la petite tête de l'aiguille, c'est un petit rembourrage. Maintenant, il est rouge. À l'époque, ça ne faisait pas, c'était un petit peu. Et en fait, il vient de poser la canule sur la surface de la peau et avec le doigt, hop, il tapote pour que l'aiguille s'insère comme ça. Alors ça, moi, il me l'a fait, Hiroshi. Ah voilà. Donc ça, c'est vraiment l'acupuncture japonaise. Ouais. Et on s'aperçoit que ça fonctionne aussi tout aussi bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'acupuncture? C'est difficile à dire parce que ça fait quand même des dizaines d'années qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. On prend dans l'idée des méridiens, pas des méridiens, etc., etc. On fait plein de recherches, plein d'études. Donc effectivement, il y a une part d'effets contextuels. Il y a forcément aussi une part d'information neurosensorielle parce que on vient déposer quelque chose, le contact au niveau de la peau, qui envoie une information. On passe la barrière cutanée quand même. Oui. Plus ou moins importante. Au Japon, c'est très peu, l'aiguille est très légèrement insérée. En Chine, on va des fois aller un petit peu plus loin, ils ont des aiguilles de différentes tailles en fonction
sur l'idée s'ils veulent aller plus ou moins profond à l'intérieur de l'épiderme ou pas. Et donc, forcément, c'est évident que ça crée, parce que dès qu'il y a une barrière qui est franchie au niveau cutané, dès que ça est percé, c'est une invasion possible de bactéries. Donc le corps tout de suite va réagir. Il va envoyer dans la zone du système immunitaire, on s'est dit potentiellement des bactéries peuvent rentrer, il va falloir les combattre tout de suite. Il va y avoir du coup aussi une augmentation du flux sanguin, parce que par le sang va être apporté aussi des nutriments pour réparer la zone, une augmentation aussi du lin. Même une microzone. Même une microzone. Parce qu'en fait, notre corps est tapissé de cellules nerveuses. Partout. Il y en a partout. Et donc, même la moindre petite insertion d'aiguille est tout de suite informée au niveau du corps, du cerveau. Et le cerveau va mettre tout de suite en branle, en fait, toutes ses ressources de protection, de réparation. Et en fait, dans les massages thérapeutiques, dans les mobilisations articulaires, dans l'acupuncture, on a parlé de la moxibustion aussi, qui est un peu le pendant de l'acupuncture en utilisant la chaleur, par le fait de brûler, en fait, une plante qui s'appelle l'armoise. C'est pas la plante directement qu'on brûle. On retire par un procédé de fabrication toutes les fibroses, toute la cellulose et toute la plante. Et en fait, on vient la poser dans plein de techniques différentes, à même la peau, directement ou pas directement. Et puis, on vient la brûler, en fait. Et donc, cette chaleur va créer aussi pareil, un effet sur le corps. Un effet, en fait, de réaction. C'est comme je dis à mes élèves, en fait, imaginez, c'est complètement contre-intuitif de vous faire écraser. Ça viendrait jamais à l'idée de vous faire passer sous un rouleau compresseur. Pourtant, quand on venait faire une séance de shiatsu, des fois, c'est ce qui se passe. Et pourtant, ça vous viendrait même pas à l'idée, vous-même, de le faire et de le recevoir. Et donc, en fait, votre corps, lui, réagit à ça. Il réagit, il fait alerte, alerte, alerte. Et donc, il va développer toutes ses facultés pour pouvoir lutter contre une invasion bactérienne. En fait, on le stresse. On le stresse. Et c'est un peu la loi de l'Hermès, en fait. C'est un peu cet effet-là. Exactement. C'est ça. On le stresse. Okay. On le force, en fait, à déclencher ses réactions de protection et de récupération. Là où, dans notre société très contemporaine, du confort contemporain, finalement, il est plus assez stressé. Et parfois, nos ressources ont tendance à être atrophiées parce qu'en fait, c'est plus utilisé, quoi. Il est stressé, il est stressé, enfin, oui, il est stressé, mais il est stressé sur la vie moderne. Tu vois qu'il est en fait en permanence sous état de stress. Mais par ce stress, on va dire, entre guillemets, bon, mauvais poupon et mauvais stress, est-ce que ça existe, ça existe pas, il y a des différentes écoles, il y a du bon stress, mauvais stress, bon. Tout ça, au niveau des fonctions, c'est toujours à peu près la même chose, c'est les glandes surrénales qui activent, adrénaline, cortisol, etc., c'est toujours le même procédé. Mais, là, du coup, on apporte à la fois un état de détente, procédant la personne en disant, voilà, là, venez ici pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 2 heures, si vous voulez, vous allez vous détendre, je vous apporte un espace de confort, de détente pour vous. Et cet espace de confort va vous permettre de déjà faire baisser votre niveau de stress. Et tout ce qui va être résiduel, qui va créer donc du coup tout ce qui va être des adhérences, des tensions musculo-squelettiques, on va aller tout de suite les cibler par le truchement du shiatsu. Voilà. Et donc là, la personne commence à se détendre, et nous, par contre, on va rajouter par-dessus un état de stress, mais qui va être très localisé sur les zones qui nécessitent, plutôt que d'être un état de stress toujours un petit peu latent, comme si, par exemple, on va dire, si on prenait un muscle est toujours en demi-tension. Il est jamais totalement en contraction, il est jamais totalement en repos, il est toujours entre les deux. L'état de stress actuellement, c'est ça. Vous allez créer l'un ou l'autre. Et voilà, on va créer cette histoire de bascule, on va passer d'un état à un autre. Et donc ça va réguler aussi du coup le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, celui qui va être à la fois de l'action et du repos. On va régénérer tout ça, et du coup ça va faire des phénomènes en cascade pour la personne qui peut être très bénéfique avec des récupérations physiques, avec de l'amélioration de tout ce qui peut être au niveau organique, système digestif, etc. Ça peut être aussi des améliorations au niveau de la qualité du sommeil. J'ai été chez les gens qui viennent me voir, pas spécialement pour le sommeil, c'est toujours secondaire. Forcément, ils sont en état de stress, ils ont mal, ils ont une lombalgie, ils ont ci, ils ont ça. Et quand je leur pose des questions, est-ce que vous dormez bien? Alors, ça me dit oui, je dors très bien. Bon, tant mieux, parce que déjà, le sommeil est récupérateur. Et d'autres me disent, pas du tout, je dors pas. Alors, quand c'est comme ça, une bonne séance localisée sur leur problématique, leur endroit qui est douloureux, et on va rajouter tout un travail pour les aider à faire descendre la tension au niveau, le travail du shiatsu crânien, par exemple, tu vois, qu'on a pu faire enfin, on s'aperçoit tout de suite, ça décompresse à fond. Ah, je confirme. Ça fait descendre. Et donc, tout ça met les gens dans un état un peu second, et qui permet, en fait, de réguler gentiment leur système nerveux. Et j'ai plein de gens qui me disent, j'ai à peu près votre séance, mais j'ai passé, la meilleure nuit que j'ai pu passer depuis des années.
J'ai dormi, j'ai vraiment dormi. Je me suis écroulé le soir, je me suis réveillé le lendemain matin. J'étais en pleine forme et j'ai vraiment fait une vraie nuit, sans coupure, sans réveil, sans rien de tout ça. Donc il y a vraiment tout ça en jeu sur l'intégralité du corps. Ça, c'est une bonne conclusion, ça. Du coup, justement, pour les gens qui voudraient pratiquer avec toi, alors, tu administres des massages et tu es également formateur. Je suis également formateur. Et pour ceux qui seraient intéressés, je suis également formateur. Comment faire? Où est-ce que tu pratiques? Alors, comment ça se passe? Moi, je suis en Normandie. Alors, je suis dans un petit village un peu au centre de la Normandie. Je suis dans le département du Calvados. Je suis dans le sud du département du Calvados. Ouais. Je suis un peu reclus. Je suis un peu à la campagne, mais ça c'est volontaire parce que moi, pour mon confort personnel, je fuis la ville. Et les gens se déplacent. Et en même temps, c'est parce qu'il y avait cette idée aussi d'apporter dans la ruralité en fait ces méthodes. Plutôt que ça soit toujours, tu vois, les grandes villes. Il y a une époque, il y avait les reboots, tout ça. Il y a toujours eu ça. Effectivement. Et le shiatsu est un peu au Japon l'héritier des rebooteux. Les rebooteux, ça s'est beaucoup calmé, moi, parce que c'est des choses qui sont plus transmises. Mais effectivement, dans les campagnes, il y avait les rebooteux. Et le shiatsu, moi, j'ai aucune honte de dire shiatsu, c'est une forme de rebooteur, en fait. Et des fois, c'est parlant aussi pour les gens, surtout dans les campagnes. Parce que dès que tu emploies des termes, tu vois, shiatsu, moi j'enlève le mot shiatsu parce que ça leur parle pas aux gens. J'emploie le terme massage japonais, parce qu'en plus je fais pas du shiatsu, je fais d'autres techniques de massage japonais. Donc comme ça, je remis en fait mon entité sur une globalité de tout ce que je fais. Donc là je suis en pleine campagne, dans une petite ville de 3000 et quelques habitants. Je travaille chez moi, j'ai aménagé tout mon endroit, j'ai rénové une grange. J'ai vu ton incroyable. J'ai voulu faire un esprit japonais, exactement. Voilà, parce que j'avais envie en plus d'emmener les gens en voyage quand je fais une séance, leur apporter vraiment comment ça se passe au Japon, leur donner un petit peu, leur faire changer de leur quotidien. Le Japon, ça coûte cher, c'est loin. Donc si je peux les emmener 1 heure, 2 heures en voyage, en voyage de noces, sachez que un petit peu de Japon. Et donc je propose un peu en plus tout un peu un décor, mais j'apporte aussi toute une expérience aussi un peu sensorielle, c'est-à-dire que je vais utiliser de l'encens japonais, tu vois, pour un petit peu une ambiance. L'encens japonais, l'avantage c'est qu'en fait il est très fin, il est pas capiteux. C'est une odeur très très fine, très légère, donc elle apporte pas. Il va y avoir vraiment toute cette ambiance. Je vais mettre des fleurs, enfin voilà, tout ce truc vraiment la japonaise. Certaines fois, je peux proposer un petit thé japonais, tu vois, à boire, une petite gourmandise à la fin de la séance. On n'a pas ça chez le médecin. Non, c'est clair. Ils ont des petits bonbons, certains, dans la boîte, mais c'est pas souvent. Et voilà, c'est ça, c'est proposer en fait un package total, faire voyager les gens au Japon, mais en même temps que ça leur soit aussi bénéfique. Et puis ça participe du coup à ce qu'on disait, cet effet contextuel. C'est vrai qu'il faut savoir jouer avec, faut pas en avoir honte, cet effet placebo. Il faut savoir jouer avec, au contraire. En pharmacopée, les pharmaciens, quand ils produisent des médicaments, ils le savent. C'est-à-dire, si tu prends un efferalgan, et que ton efferalgan, c'est pas une pâtisse blanche, effervescente, mais que c'est un cachet qui ressemble à un truc de couleur vomi, tu veux dire, automatiquement. Tu vas hésiter à le prendre, tu te dis, est-ce que c'est vraiment de l'efferalgan? Est-ce qu'il va avoir le même effet derrière? Et en fait, involontairement, tu te conditionnes à ce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, c'est pareil dans toutes les techniques, c'est ça. Il faut jouer avec ce petit effet. Moi, ça m'en amuse. J'aime ça parce qu'il y a un côté culturel qu'on apporte aussi dans des milieux. Alors, ton village, c'est quoi ce village? Ça s'appelle Saint-Pierre-sur-Dive. Alors, moi, je suis un tout petit peu à l'extérieur de Saint-Pierre-sur-Dive. Je suis dans un petit village qui s'appelle Liéville. En fait, maintenant, c'est hyper connu, c'est le moment communaux, c'est Saint-Pierre-en-Eau, tout ça, c'est pareil. En fait, on peut me trouver très facilement sur Internet, sur Google. On tape Olivier Vaillant et. Tu tapes Olivier Vaillant, Shiatsu, Normandie, enfin, tous les trucs possibles, tu me trouves automatiquement. Je suis bien référencé sur les réseaux, j'ai ma page Instagram, ma page Facebook. Et toutes les connexions à travers Yashima, etc. On peut trouver assez facilement. Mais je suis tout à fait d'accord pour venir faire, tu vois, un séminaire de formation comme ça pour des clubs d'activité physique, sportive. Objectivement, enfin là, je sais pas, on a passé une très très bonne journée et on était 20 participants et tout le monde est parti emballé. Donc en tout cas, un grand merci. Ça peut être le mot de la fin d'ailleurs. Ça peut être le mot de la fin, effectivement. Voilà. Donc un grand merci Olivier. Avec plaisir, merci encore Ronan, c'était vraiment cool. Très intéressant et non seulement par la pratique, la précision du geste, la puissance dans le positionnement du corps d'Olivier, on ressent vraiment ça, mais également toute la compréhension également culturelle derrière, historique. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Un grand merci Olivier. C'est moi, merci à toi.